Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous allons en République démocratique du Congo pour parler de sécurité. Un ancien officier français pointe la responsabilité de la France. L'homme s'appelle Guillaume Ancel et est un officier français, auteur du Rwanda, la fin du silence. Dans une interview accordée à France 4, l'homme revient sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo et aussi en lien avec le génocide des Tutsis de 1994. Il dit que ce qui se passe aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo n'est que la métastase des actions vis-à-vis des génocidaires, des actions posées par l'armée française ou par la France indirectement vis-à-vis des génocidaires rwandais à l'époque. Et pour lui, au lieu de protéger la population, intervenir pour mettre fin à ce qui se passait au Rwanda à l'époque, ce massacre, ce génocide, ils ont plutôt protégé les génocidaires à s'enfuir, à se réfugier dans l'est plutôt de la République démocratique du Congo. Et donc l'insécurité dans cette zone est due aussi en partie à cette action menée par la France et veut mieux comprendre pourquoi on est arrivé à prendre ce genre de décision. Nous en parlons ici avec nos invités. Je commence par vous, Germain Pouli. Là, nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo, qui est connue pour son instabilité. On sait que depuis cette affaire des trentenaires du génocide rwandais, plusieurs langues se délient et des propos sont sortis par des personnalités d'un certain niveau qui remettent en cause la responsabilité soit de la France, soit de la communauté internationale, même des Nations Unies. Il ne faut pas oublier aussi la responsabilité des Rwandais eux-mêmes, mais aussi pratiquement de tout le monde. Et voilà un ancien officier français aussi qui revient et qui pointe du doigt la responsabilité de la France. Oui, je crois que le temps même avait été donné par Emmanuel Macron lui-même, qui reconnaissait la responsabilité de la France, même s'il collait à cette responsabilité celle de la communauté internationale en général, de tous ceux qui avaient les moyens et la possibilité, qui n'ont pas empêché ce génocide qui a provoqué la mort de plus de 800 000 Tutsis et de quelques Hutus qui étaient solidaires donc à l'autre ethnie. Et à l'occasion donc des 30 ans, il y a beaucoup de choses qui se disent et ce militaire français dit avoir été en mission dans le pays en ce moment, qu'il aurait même participé à des opérations de livraison d'armes donc aux génocidaires qui ont été pour la plupart protégés parce que la France de l'époque protégeait le pouvoir Hutu qui était donc qui dirigeait le pays et qui a massacré donc les Tutsis. Donc aujourd'hui, quand un acteur majeur va faire ses révélations, c'est dit que les lignes bougent progressivement. Mais comme on l'a dit, c'est vrai, vous venez de le rappeler, on a tendance à mettre tout ça sur le dos des Occidentaux. Mais à mon avis, je pense aussi que les Rwandais sont les premiers responsables de ce massacre-là. Même si on cherche des boucs émissaires par-ci, par-là, quand vous prenez votre arme, votre machette, votre couteau, votre massue, et vous allez attaquer votre frère, ce n'est pas le français, c'est pas l'anglais, c'est pas l'étranger qui le fait, c'est toi-même. Quand toi, un Hutu, tu vas t'attaquer à un autre Hutu parce qu'il ne veut pas que tu t'en prennes au Tutsi, je crois que là aussi, c'est vrai, on pourrait dire que les Français, ils avaient les moyens, ils avaient la capacité d'arrêter, ils ne l'ont pas fait, mais ça reste quand même une responsabilité des Rwandais eux-mêmes qui se sont entretués, même si aujourd'hui on parle de plus en plus de complicité. C'est ce que la déclaration de ce militaire reste présager que la France a donné les moyens pour commettre ce génocide. Et quand on fait le lien aujourd'hui dans certains pays, vous voyez qu'on a tendance même à aujourd'hui accuser des États qui livrent des armes à d'autres États qui sont en guerre, comme s'ils étaient donc complices de ce qui est en train de se dérouler. Mais c'est déjà bien que la vérité se révèle parce que c'était important, en tout cas pour côté rwandais, que certaines responsabilités soient situées. Ici, à l'occasion donc de ces 30 ans,
de ces génocides-là, la vérité éclate et que les responsabilités, même si elles ne sont que morales pour le moment, sont assumées. C'est plutôt une bonne chose. Il faut saluer donc le courage de ce militaire français-là qui allait dire quelle a été plus ou moins sa part, même si on va dire que c'est l'autorité politique qui a donné des ordres à la mission française dans ce pays. Il y a eu quand même des soldats français qui ont refusé de porter assistance à personnes en danger. En tout cas, moi, c'est peut-être ce que je peux leur reprocher, au-delà du fait qu'on peut dire qu'ils sont complices de la commission de ce génocide-là. Prosper Agboklou, le génocide de 1994 révèle toujours certains de ses secrets, des langues se délient à l'occasion de la célébration de son trentenaire. Avec ses conséquences, on note aussi l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, où se sont réfugiés, on pourrait le dire ainsi, la plupart des génocidaires Hutus à l'époque. Cet officier français revient sur la situation et pointe du doigt la responsabilité de son pays qui avait plutôt protégé en quelque sorte ces génocidaires et les a aidés à aller se réfugier en République démocratique du Congo. Au lieu d'aider à stabiliser la situation, à protéger les civils, ils ont protégé plutôt les coupables. Oui, pour nous les panafricanistes, on savait déjà depuis, on le dénonçait, par rapport à l'attitude de la France au moment de ces tueries humaine, cette boucherie humaine qu'on appelle génocide en 1994. Cela étant, je crois que les langues doivent se délier. Le président Jamel l'a dit tout à l'heure. Macron lui-même, il a été déjà au front, à la tribune pour pouvoir dénoncer le rôle de la France, mais sans présenter des excuses. Quand il était là, cela dit tout simplement que c'est l'histoire, la roue de l'histoire tourne. Quelle que soit la grandeur du mensonge, la vérité finit toujours par la rattraper. La vérité est une circonstance qui va lentement, mais qui débouche toujours sur le réel. Et ça, je crois quand même que cet officier français n'est pas le seul. Il y a même un autre qui a même dit que toutes les missions qu'ils viennent faire en Afrique, c'est sur recommandation de la France. Les tueries, il y a un autre qui l'a même dénoncé sur toutes les missions. Il a parlé de qui sont formés pour venir détruire l'Afrique, pour ne pas lui donner l'aisance qu'il faut. Donc ça, si un officier français occidental arrive à pouvoir le dire, quel doute devons-nous avoir pour dire tout simplement que ce génocide-là a été concocté à l'Élysée même. Matignon était partie prenante. Et voilà que aujourd'hui, on est rattrapé par l'histoire. Et vous l'avez dit tout à l'heure, au lieu de mettre fin, c'est-à-dire d'estomper le génocide, on l'a tout simplement laissé se faire et après, on a protégé les génocidaires vers l'est plutôt du Congo. Et aujourd'hui, ça crée d'énormes problèmes. Et quand vous écoutez un tout petit peu les narratifs de Paul Kagame, vous allez comprendre que le pas de l'histoire qu'il est en train de raconter, on ne le prend pas tellement en compte. Alors que le fait qu'aujourd'hui, lui, il apporte son soutien au M23, fait partie donc de cette stratégie-là pour se protéger, pour pouvoir se mettre à l'abri contre un retour des SDR, voilà, des anciens génocidaires vers le Rwanda. Parce que le Rwanda est un petit pays qui peut être écrasé en un seul, parce que le président Tshisekedi l'a dit après son investiture, que lui peut rester ici pour détruire l'affaire à Kinshasa, pour envoyer des missiles, détruire le Rwanda. Donc, pour Kagame aujourd'hui, il voudrait tout simplement orienter le monde vers la vraie histoire. La France était complice de ce génocide-là. Même si le président, comme on appelle, Pouli, trouve des palliatifs pour camoufler un tout petit peu, comme on appelle, l'intrusion de la France dans ce génocide-là, je dis quelque part que
les commanditaires, c'était par là. Et les Rwandais eux-mêmes, la plupart du temps, vous savez, les narratifs, quand ils arrivent comme ça, parfois on a dit, parce qu'on a montré suffisamment politiquement aux Rwandais que les Hutus sont les plus forts et que les Tutsis étaient, comme on appelle, les plus faibles. Et ça là, c'est le pan d'histoire qui a fait monter la gamme, c'est ça. Et les modérés n'étaient pas acceptés par les autres. Et le génocide là a été tout simplement commandité. Et on voit les résultats aujourd'hui. L'Est du Congo n'est pas en paix. Le M27 est là, les FDR sont là. Tout ça là, mélangé, fait peur au Rwanda qui est en train de se protéger. Maintenant, il ne suffit pas de dénoncer. Le secrétaire d'État américain, Blinken, a dénoncé. La France dénonce, mais sans action, alors qu'ils sont eux-mêmes à la base de ces stratégies-là. Donc pour moi aujourd'hui, c'est clair, il faut que l'Afrique se lève, toute l'Afrique se panafricanise pour pouvoir dénoncer et accepter à ce que nous puissions régler nos problèmes vis-à-vis donc des Occidentaux qui viennent tout simplement à cause de leur intérêt de piller l'Afrique, nous amener sur un terrain, je dirais, non vivable où on se tue. On fait du carnage et on revient. C'est la conscience qui dérange notre ami Guillaume Ancel. C'est sa conscience qui le dérange. À un certain moment donné, il a compris que lui-même, il a participé à la livraison des armes. Au lieu de protéger, on laisse faire. Et après, on vient dire que les Africains, ils ne sont pas humains. Le noir, il n'est pas bon. On dénonce, on fait qu'on appelle des narratifs qui ne sont pas conformes aux réalités. Donc, je suis au regret de dire que cet officier, on doit l'arrêter. On doit, même quel que soit son acte, il a été au cœur. On doit l'arrêter. L'Afrique doit comme on appelle, réclamer pour le juger dans le contexte africain. On ne doit pas laisser passer parce qu'il a dénoncé. Le mal est déjà fait. Des milliers de gens ont été tués à l'arme blanche. Je me demande si tu étais à cette place. C'est-à-dire que je me mets à la place parfois de ces gens-là. Quand on sort des coupes, pas pour tirer sur des gens, au moins avec les armes, tu sais que tu t'en bats. Mais c'est des coupes, des armes blanches. On vient, on vous assomme, on vous coupe comme des arbres à lambeaux. Je crois que M. Officier n'a pas fini de tout dire. Il faut qu'on l'amène en Afrique. La justice africaine va s'occuper de lui pour que nous ayons tout simplement un jugement comme on appelle équitable. Finalement, il va regretter d'avoir révélé certaines vérités. Ah oui, je crois que il aurait mieux fallu qu'il ne dise rien. Bon. Cela ne dissipe pas du crime. Ce n'est pas parce que tu as avoué le crime qu'on doit te pardonner. Pour moi, ce n'est pas ça. Il faut qu'on l'amène, on l'arrête, qu'il vienne parler, parce qu'il y a d'autres choses. Je crois que dans peu de temps, peut-être comme on appelle, les services secrets occidentaux vont mettre un terme à sa vie pour qu'il n'en parle pas, pour qu'il ne soit plus écouté de manière plus explicite. Merci beaucoup à vous, Prosper Boclo. Alors, Abaïli, Abassa, cet officier français, Guillaume Ancel, revient un peu sur la situation. Il a été, en tout cas, en fonction ou en mission au Rwanda. Il a vécu la situation sur place. Il dit qu'ils ont protégé plutôt les génocidaires à partir à aller trouver refuge dans l'est de la République démocratique du Congo au lieu de protéger les civils qui étaient finalement les victimes de ce massacre-là. Les civils qui sont soit des Tutsis, soit des Hutus modérés qui ont payé le prix fort de ce massacre. On note au bilan au moins 800 000 morts pour ce massacre. Oui, 800 000 morts pour ce massacre, mais les séquelles continuent toujours. C'est à cause de ces massacres que le Rwanda ne connaît pas la paix jusqu'alors et l'inimitié qui s'est créée entre le Rwanda et la RDC, ça continue de créer toujours des séquelles aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan développement des deux pays. J'aimerais rappeler que M. Guillaume, Guillaume Ancel, le français, l'ancien officier français, a fait sortir un livre dénommé, comment on appelle, le titre c'est Rwanda, la fin du silence. Dans son livre, le monsieur a détaillé beaucoup de choses que si vous lisez, tout de suite, vous allez trouver la France comme vraiment un ennemi vrai de l'Afrique.
parce qu'ils ont participé à cet génocide d'une façon passive à certains niveaux, complice à certains niveaux, mais d'une façon active à certains moments de cet génocide. La livraison des armes qui sont passées aux yeux, au sud de tout le monde, et la façon dont, c'est-à-dire que l'information qu'ils avaient sur le terrain, suite aux renseignements, qui présageait un lendemain sombre du Rwanda, entre les deux ethnies frères, les personnes ont dit carrément que bon, ils ne peuvent pas intervenir. Pourtant, ils sont sur le terrain normalement pour intervenir, pour essayer de stopper. Ils n'ont pas participé à l'arrêt de ce qui se présageait sur le terrain, mais ils ont plutôt amplifié la situation, financé certains jeunes, drogué d'autres, apporter des armes à certaines personnes, mais c'est vraiment une complicité vraiment très très active dans cette génocide. Et aujourd'hui, nous continuons toujours de ramasser les pots cassés. Au niveau de l'Est du Rwanda, de la RDC aujourd'hui, c'est une situation très très instable. Et cette situation instable est créée à travers, comme on appelle, ce conflit de génocide entre, comme on appelle, l'ethnie Tutsi et Hutu. Des milliers de morts gratuitement par des armes blanches, des gens qui sont devenus, des humains qui sont devenus vraiment comme des animaux. Parce que vous avez vécu certaines choses psychologiquement, vous sortez vraiment de votre sens humain. Vous avez participé à certaines choses, vous devenez autre chose. Ces personnes aujourd'hui participent largement à la déstabilisation vraiment de l'Est de la RDC et participent à ce conflit qui tend vers comme un conflit ouvert entre la RDC et le Rwanda. Vivement que les gens... Bon, moi je recommande vraiment à tout le monde de lire le livre de cet ancien officier pour mieux comprendre vraiment la situation qu'il a décrite. C'est vraiment très mal, ça fait mal, ça fait très mal. Et je pense que la France, au-delà de tout ce qui s'est passé, plusieurs, comme on appelle, participants de ces génocides se sont, comme on appelle, exilés en France. Ils ont été protégés plusieurs années. Ils n'ont pas été livrés au Rwanda. Rwanda les a cherchés. Des mandats ont été lancés. Tout ça, là, ça a créé même à un moment donné l'inimitié entre la France et le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est l'anglais qu'on parle. Mais bien sûr que, comme on appelle, la francophonie est gérée par l'ancien ministre rwandais. Mais cela n'a pas vraiment arrangé vraiment l'image de la France en Afrique. Alors, finalement, la France qui, on pourrait l'imaginer, était loin du problème, se retrouve aujourd'hui parmi ceux qui pourraient comparaître au banc des accusés, pas forcément en tant que principal accusé, mais peut-être complice de cette situation. C'est finalement ce à quoi on assiste, parce que quand on voit le génocide, c'est des Rwandais qui ont tué des Rwandais, oui. Mais la communauté internationale n'est pas loin quand on veut normalement situer les responsabilités, Germain. Oui, tout à fait. Non, la responsabilité de la France est claire. Mais ce que je dis, je le dis pour l'histoire, parce que 30 ans après, nous assistons à de petits génocides en Afrique de l'Ouest sans qu'on se rende compte. C'est vrai que ce ne sont pas des ethnies qui sont ciblées, mais aujourd'hui, quand vous prenez le phénomène du terrorisme, vous allez voir que si on n'arrête pas ce phénomène, dans quelques années, ce n'est pas 800 000 morts qu'on va enregistrer dans les États. Et on est en train aussi de nous dire que c'est la France et les Occidentaux qui arment les djihadistes contre leurs frères. Et quand on abat généralement ces djihadistes-là, quand on en arrête, mais c'est des gens du pays qui sont armés contre leur propre pays. Donc nous assistons à plus ou moins la même situation sous un autre nom. Sauf que, voilà, les qualificatifs. Voilà. Maintenant, on peut toujours dire que c'est la France qui livre les armes, c'est la France qui protège, qui empêche les États de combattre véritablement. Mais la réalité, c'est que c'est des enfants d'un même pays qui s'entretuent. Que la France ait armé les terroristes ou que les Occidentaux en général arment les terroristes, dans quelques années,
on va juger cette histoire pratiquement de la même manière. Sauf que, M. Germain, Ouais. c'est justifié parce que la France même avait déclaré qu'au niveau du Burkina et du Mali, par exemple, que c'est l'ethnie Peul qui est, comment on appelle, attaquée par les armées. Oui, Mais non. pourtant c'est une situation vraiment qui est presque générale. C'est presque toutes les... Mais c'est une façon encore de participer à l'alimentation. Ce que je veux dire, bon, c'est pas trop génocide, on n'a pas une ethnie ou un groupe cible. Enfin, c'est parti dès le début, on parlait de djihadisme. Aujourd'hui, on parle de terrorisme. Mais la France déclare aujourd'hui que ce sont les ethnies qui sont poursuivies. On avait mêlé la religion à ça. Voilà. Après, on a mêlé des communautés à ça. Oui. Mais aujourd'hui, c'est carrément du banditisme. Hein. C'est ça. Donc, le phénomène évolue, mais ce que je voudrais dire, c'est que ce sont les Africains, ce sont des nationaux, ce sont même parfois des gens, leurs familles, qui se trouver des gens normaux, qui se retrouvent être de l'autre côté et qui viennent dans leur propre communauté abattre des gens, créer des dégâts. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins le même phénomène. C'est pour ça que je dis, c'est bien de dire l'étranger qui le fait. Mais après, c'est nous-mêmes qui tuons nos frères. Et ça, je crois que l'Afrique doit trouver des solutions africaines à ce problème-là. Ça, je suis d'accord. Et tant qu'on ne... Peut-être, on n'y pense pas aujourd'hui, mais dans quelques années, quand on se rendra compte, et on ne le souhaite pas, espérons que les armées arrivent et les États aussi arrivent à maîtriser ce phénomène, mais pour moi, on n'est pas loin de 800 000 morts. Ça a été fait, c'est vrai, en si peu de temps au Rwanda. Et chez nous, c'est sur des années, mais dans des pays où le phénomène est installé, aujourd'hui, quand vous voyez des chiffres, ça fait froid au dos. Donc après, je ne dédouane pas du tout les Occidentaux. Et même au-delà de cela, dans l'Est de la RDC aujourd'hui, il y a même des intérêts économiques de ces pays occidentaux aussi qui font que la guerre perdure et qui arment encore ces groupes armés-là avec le soutien officiel ou pas de certains États pour continuer par parsemer. Maintenant, je dis quand même que ces révélations-là permettent aussi à certaines victimes de guérir un peu. À partir du moment où les bourreaux ou les responsables reconnaissent plus ou moins leurs responsabilités, même si, comme le rappelait Prosper, certains à un haut niveau n'ont pas demandé pardon, mais ça commence par évoluer et espérons que d'ici quelques années, donc toutes ces responsabilités-là peut-être s'investissent dans une autre étape de réparation de ce qui a été fait. Parce que comme vous l'avez dit, les séquelles sont encore là, 30 ans après, mais ma position c'est que après avoir accusé l'Occident, la France notamment, d'être complice, il faut que nous sachions aussi que nous n'avons pas le droit en tant qu'Africains de prendre une arme contre notre frère et que demain, qu'on vient dire que c'est le blanc qui nous a donné le couteau pour poignarder notre frère. C'est vrai, c'est vrai. La France a livré les armes, comme l'a reconnu ce militaire-là. Mais entre frères, je pense qu'à un moment, on peut te donner du poison à mettre dans la nourriture de ton frère, tu vas dire non, je ne vais pas le faire. C'est peut-être un peu cela, sinon je ne cherche pas à dédouaner, je rassure Prosper que je ne dédouane pas du tout. Sauf que moi je vois que ces révélations, ça vient un peu tard. Hein. Ça vient... Alors, ça vient tard selon vous, mais pour lui c'est le moment de briser le silence. Alors Prosper Afouklou, il faut quand même au-delà de cette complicité que vous dénoncez de la France, il faut quand même reconnaître les responsabilités des Rwandais et des Africains aussi. Oui, je suis d'accord, je partage l'avis de mon président et je suis d'accord que nous puissions prendre conscience du fait. D'ailleurs, si on remonte un peu dans l'histoire, d'où est venue cette stigmatisation Hutu-Tutsi. Et c'est les mêmes personnes qui parlent la même langue, c'est comme les Ébés et les Guins. Quand les Ébés parlent, les Guins comprennent. Quand les Guins parlent, sauf que les Hutus étaient majoritaires et étaient des agriculteurs. Et les Tutsis, minoritaires, étaient des éleveurs. Et on se rappelle que le Rwanda était devenu protectorat allemand, je crois en 1897. Et puis en 1916, ce sont les Belges qui sont venus. C'est à partir de l'arrivée des Belges
que cette stigmatisation-là est arrivée. Les Belges s'appuyant sur la minorité qui est des Tutsis, ce sont eux qui leur ont montré que vous êtes peu et que ceux-là sont nombreux. Donc, dans l'administration, il va falloir faire quelque chose. Et c'est là que la bruyère, je suis d'accord avec M. Germain. Oui, que les Africains doivent changer réellement de mentalité. Il faut que les Rwandais même revisitent l'histoire. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'occidental qui viendra régler les problèmes. Il faut qu'eux-mêmes arrivent vraiment à le résoudre tout en faisant comprendre aux Occidentaux qui n'ont pas besoin d'eux pour le règlement de ces histoires-là. Vous voyez à peu près. Et là, je crois que notre responsabilité, nous-mêmes, Africains, c'est pourquoi moi je milite pour cette idée de panafricanisme qui consiste à remettre l'Afrique même en cause. Les Africains doivent se remettre en cause pour savoir se dresser un chemin. Et ça, si aujourd'hui, effectivement, si on continue pas à dire que c'est seulement les Occidentaux, c'est là où je reviens vraiment sur ça. Peut-être qu'on se dédouane de trop et que ça peut ne pas permettre de régler les problèmes, puisque celui qui a fait le mal, comme il sait, qu'on le connaît déjà, il continuera toujours par s'appuyer sur un camp et détruire l'autre. Donc, si tant est que l'histoire nous est revenue connue, il va falloir se baser sur cela pour pouvoir le faire. Se dédouaner, ce ne serait pas forcément la solution. Restez donc concentré sur les solutions à venir. C'est pourquoi, moi, par exemple, quand on parle de ce fait, Tutsi ou Tchou, ce sont les Rwandais même qui doivent savoir qui sont les frères d'un même pays. Et c'est là où j'appuie le président Kagame, qui franchement, étant Tutsi, ne conçoit pas les choses comme on appelle, sur ce plan-là. Le règlement de la crise, ça peut venir. Comment? Il faudrait que ces Congolais-là, ou plutôt ces Tutsis, qui se retrouvent, plutôt les Hutus, qui se retrouvent de l'autre côté de la frontière, qui sont normalement des Congolais, parce qu'on a des évêques ici qui sont du Ghana, qui sont du Bénin, qui ne sont pas forcément des Togolais, doivent prendre conscience du fait et laisser, et j'interpelle également le président congolais, Tshisekedi, de se rendre compte, de se rendre à l'évidence, pour que prenne attache avec Kagame, pour que l'Afrique, même toutes ces sociétés, sinon, si ce sont les Américains, les Français, les Blancs qui viendront pour régler le conflit là, je crois quand même ça va s'éterniser et l'Afrique restera ainsi cloîtrée dans des problématiques. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.